Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Michel Lusso, qui est géographe et professeur à l'Université de Lyon et qui est également membre du laboratoire Environnement, Ville, Société à l'Université de Lyon. Donc son travail, il analyse les modalités de l'habitation humaine des espaces terrestres à toutes les échelles, en se fondant sur l'idée que l'urbain mondialisé, anthropocène, constitue le nouvel habitat de référence pour chacun et pour tous. Donc il a également créé en 2017 l'École urbaine de Lyon, au sein de l'Université de Lyon, qu'il dirige, et c'est un programme innovant de recherche, de formation et de débat public consacré à la question de l'anthropocène. Aujourd'hui, Michel Lusso va nous exposer son approche sur le thème suivant, l'urbanisation incorporée ou comment les cultures urbaines modifient les individus. Donc, l'urbanisation généralisée a radicalement transformé nos conditions de vie. Elle résulte de la concentration d'objets, de données, d'informations et de technologies dans un espace urbain. Alors que l'on pourrait penser que l'urbanisation modifie seulement le paysage, elle impacte également notre culture en ayant des conséquences sur nos corps et nos modes de vie. Au cours de ces échanges, nous allons nous demander quel sera l'homo urbanus de demain dans sa manière de se mouvoir, de se nourrir et de se connecter. Et donc, au terme de l'intervention de M. Michel Lusso, un moment sera consacré pour les personnes qui ont des questions et pour pouvoir échanger du coup avec M. Michel Lusso. Donc, on vous demande bien sûr et bien évidemment de noter vos questions pour ne pas perturber le cours de la conférence et de les poser à la fin. On vous rappelle de mettre vos téléphones en silencieux et pour les personnes qui sont sur le Zoom, de couper vos micros pour éventuer divers bruits intempestifs. Et maintenant, on va laisser la parole à M. Michel Lusso et on vous remercie d'avoir un peu attendu pour les problèmes techniques. Pas de problème. Merci de l'invitation, cher Thierry Ménissier et l'ensemble de l'équipe Promising. Et merci aux étudiants et aux étudiantes d'avoir préparé cette séance. J'espère que vous m'entendez convenablement, à la fois ceux qui sont en ligne et ceux qui sont dans l'amphithéâtre. Je vais parler environ... Alors, je me suis dit que je pouvais parler environ 40-45 minutes. C'est bon, cher Thierry, ou un peu moins, dites-moi, hein, je m'adapterai. C'est parfait. Et je vais avoir un propos assez libre. J'ai décidé de ne pas faire de diaporama en partage d'écran. La téléconférence est déjà assez redoutable pour éviter en plus de s'imposer un partage d'écran qui parfois est un peu dévastateur en matière de capacité de continuer de créer du lien communicationnel. Je vais plutôt partager avec vous quelques réflexions autour effectivement de cette idée d'urbanisation incorporée. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi je voulais parler de ça et en quoi peut-être ça peut intéresser les personnes rassemblées dans le cadre de ce séminaire Promising. Et je vais le faire de manière assez libre et n'hésitez pas évidemment à la fin de cette présentation à poser les questions qui pourraient permettre de préciser un peu des choses que j'aurais simplement survolées. Je crois qu'il y a une erreur à ne pas faire lorsque l'on analyse l'urbanisation. Et cette erreur à ne pas faire, c'est de considérer l'urbanisation simplement comme un phénomène démographique ou un phénomène géographique. Je m'explique. Un phénomène démographique, c'est-à-dire un phénomène qu'on pourrait simplement raisonner à partir d'une étude statistique de l'évolution de la population résidant statistiquement dans des espaces qui sont qualifiés d'espaces urbains par les différents États en fonction de leurs propres critères statistiques. Cette approche démographique, elle est évidemment importante. Elle permet de faire une première approche du phénomène d'urbanisation et de sa puissance, dans la mesure où elle montre que tendanciellement, depuis le début du XXe siècle et surtout depuis 1950, la part statistiquement décomptée de populations pouvant être considérées comme habitant dans des ensembles
considérés comme des ensembles urbains, cette part ne cesse de croître et elle est aujourd'hui de plus de 50%, 57% environ. On estime qu'en 2050, elle sera d'environ 66 à 70%, alors qu'il n'y avait qu'une dizaine de pourcents, une douzaine de pourcents d'habitants de la Terre statistiquement urbains au début du XXe siècle. Et on estime qu'entre 1900 et 2050, la population planétaire aura été multipliée par 6, voire par 7, et on va passer de 1,5 milliard d'habitants à 10 milliards à peu près, alors que la population urbaine aura été multipliée par plus de 35, elle sera passée de 220 millions à pratiquement 7 milliards, et on voit bien que cette analyse statistique, tout imparfaite soient les statistiques, permet déjà de donner une appréciation sur l'ampleur du phénomène. Toutefois, on ne peut pas en rester là. C'est quelque chose qui ne permet pas de comprendre la spécificité du processus d'urbanisation de la planète, de ce que les anglophones appellent de planetary urbanization, qui est le concept utilisé dans le monde de la recherche anglophone et qui est très intéressant, urbanisation planétaire, ce que j'appelle moi l'urbanisation généralisée du monde. Ce n'est pas suffisant d'aborder cela par une approche statistique, même si c'est utile pour se donner une idée déjà de l'ampleur des processus qu'on étudie. Nous ne sommes pas devant un processus, l'urbanisation, qui serait un processus marginal. Nous sommes devant un processus à la fois massif et central dans l'histoire de l'évolution démographique de la planète. Et en ce sens, nous devrions déjà le prendre très au sérieux, beaucoup plus que nous ne le faisons habituellement, puisque j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Je constate qu'une bonne partie des sciences sociales, mais aussi expérimentales, finalement, n'accordent pas suffisamment d'importance à la prise en considération et au sérieux de l'ampleur du processus d'urbanisation et des bouleversements que ce processus provoque. Une autre approche intéressante mais trop limitée, et ça va peut-être vous surprendre parce que je suis géographe, donc on a souvent tendance à me renvoyer à cette approche, c'est de considérer finalement l'urbanisation simplement sous l'angle des évolutions géographiques, paysagères qu'elle provoque, c'est-à-dire de saisir l'urbanisation à travers le bouleversement des formes spatiale que cette urbanisation installe, instaure, institue, organise et provoque. Alors évidemment, l'urbanisation, c'est un bouleversement du paysage, c'est un bouleversement de la géographie. La géographie du monde de 2022 n'a rien à voir avec la géographie du monde de 1950, et même d'ailleurs rien à voir avec la géographie du monde de 2000, d'il y a une vingtaine d'années, parce que l'urbanisation a produit des effets géographiques qui sont extrêmement importants. Mais il faut aller encore au-delà de ça, c'est-à-dire il faut comprendre finalement qu'on ne peut pas simplement analyser l'urbanisation et ses effets à partir des espaces qui seraient effectivement marqués physiquement par le processus d'urbanisation. On ne peut pas rentrer dans ce que j'appelle une logique partitionnelle, c'est-à-dire qui opposerait des espaces qui seraient urbanisés à d'autres qui ne le seraient pas. Parce que si l'on se contente de l'urbanisation, de l'analyse de l'urbanisation comme un phénomène démographique et géographique, alors on ne peut pas comprendre quelque chose qui est tout à fait bouleversant lorsqu'on étudie comme moi, l'évolution de ce gros objet qu'est le monde, on ne peut pas comprendre que certains espaces qui sont apparemment non urbanisés, c'est-à-dire qui sont statistiquement ruraux et physiquement qui apparaissent comme des espaces de pleine nature, qui n'existent plus d'ailleurs, soit dit en passant, ou des espaces ruraux, on ne peut pas comprendre que ces espaces sont pour autant des espaces qu'on peut considérer comme authentiquement urbanisés, c'est-à-dire inscrits dans des dynamiques qui sont directement liées au processus d'urbanisation du monde. Et donc, nous tombons là immédiatement devant une difficulté majeure et une nécessité de bien comprendre que l'urbanisation, et c'est la proposition que je vais vous faire, est en réalité un processus englobant, qu'il faut comprendre comme un processus englobant, et que cette urbanisation en tant que processus englobant, eh bien, on peut considérer
qu'elle concerne l'ensemble des espaces et des sociétés du monde. On peut même d'ailleurs considérer que c'est ce processus d'urbanisation qui, de mon point de vue, est le vecteur de ce que l'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais dans tout mon travail, j'essaye de montrer que ce que l'on appelle la mondialisation, c'est en fait la construction d'un espace social d'échelle planétaire en raison de l'urbanisation généralisée de la planète dont je parlais tout à l'heure. La définition du monde pour un géographe, c'est ça, un espace social d'échelle terrestre qui est lié au processus d'urbanisation. Donc, ce processus d'urbanisation est un processus géosocial, dynamique et englobant, qui est un processus d'englobement au sens strict qui explique que l'intégralité des phénomènes et des réalités sociales puisse être considérée comme aujourd'hui urbanisée. C'est la proposition théorique que je vous fais en commençant, qui est évidemment une proposition assez lourde, qu'on peut ensuite discuter parce qu'elle a des conséquences très nombreuses, mais considérer que l'urbanisation est un englobement et qui permet de comprendre que toutes les réalités sociales observables, c'est-à-dire pas simplement des réalités qui sont des réalités qu'on a l'habitude de considérer comme des réalités sociales, mais aussi des réalités biophysiques que l'on peut observer en tant qu'acteur social. Toutes les réalités sociales observables sont aujourd'hui des réalités englobées dans le processus d'urbanisation. Eh bien, c'est une hypothèse théorique qui s'appuie évidemment sur des matériaux empiriques qui est extrêmement importante à faire et à discuter si l'on veut comprendre ce qui va suivre. Si l'on accepte cette hypothèse, à titre simplement d'hypothèse de travail pour ce soir, que j'essaye moi de démontrer depuis maintenant une trentaine d'années dans toute une série de textes, eh bien on comprend ce que je vais ensuite proposer. Cette urbanisation qui bouleverse le décorum des sociétés, l'expression décorum des sociétés est une expression qui a été proposée par le philosophe Peter Sloterdijk pour essayer de penser justement comment une société organise ce qu'il appelle un décorum, c'est-à-dire met en relation et en scène les réalités sociales qui permettent à cette société finalement de fonctionner et de se reproduire. Donc, si l'urbanisation est cet englobement qui bouleverse le décorum des sociétés, eh bien, on peut comprendre à ce moment-là que l'urbanisation est aussi quelque chose qui bouleverse les formes de vie des êtres humains en société. Donc, c'est là ce que je vais essayer de réfléchir et de discuter avec vous, c'est-à-dire ce bouleversement des formes de vie par l'urbanisation, ce que j'appelle même l'urbanisation des formes de vie contemporaines, qui est un point qui me paraît tout à fait important. Par forme de vie, que faut-il entendre? Eh bien, je reprends le concept de forme de vie, un philosophe, Ludwig Wittgenstein, qui l'a forgé notamment dans les cahiers bleus et les cahiers bruns, donc dans des œuvres qui sont plutôt des œuvres tardives, dans une perspective qui n'est pas exactement celle que je vais utiliser aujourd'hui, mais qui est quand même un peu liée. Pour Wittgenstein, une forme de vie, c'était l'ensemble des manifestations et des jeux de langage qui permettaient à un individu justement de faire état d'une certaine manière de concevoir son rapport à la réalité à partir de la maîtrise d'un certain nombre de jeux de langage. Par extension, et pour aller vite, les sciences sociales se sont emparées du concept de forme de vie pour essayer d'en faire un concept permettant de décrire la vie des individus en société, mais de décrire de façon compréhensive et extensive cette vie des individus en société, c'est-à-dire de déborder en quelque sorte l'intuition initiale de Wittgenstein qui avait plutôt en quelque sorte centré sa réflexion sur les formes de vie sur les jeux de langage des individus dans leur quête d'interaction avec autrui, aussi dans leur quête de compréhension et de construction de signification des actes qu'ils pouvaient mener. Mais on peut étendre ce concept de forme de vie pour considérer que le concept de forme de vie renvoie à l'ensemble des manifestations pratiques de la vie ordinaire des individus en société. Les formes de vie, ce sont donc, de mon point de vue aujourd'hui, toutes ces manifestations ordinaires, pratiques, au sein desquelles on peut comprendre comment des individus organisent
leur expérience au quotidien, organisent leur monde de la vie. Et lorsque l'on étudie des formes de vie, qu'étudie-t-on? Eh bien, on étudie à partir des pratiques des individus, des langages, des cultures, des corps, des objets mobilisés, des espaces, des technologies. Donc, le concept de forme de vie est un concept qui est à la fois recouvrant et transversal, puisqu'il permet en fait d'essayer d'analyser la façon dont des individus en société vivent au jour le jour dans leurs pratiques ordinaires. Le concept de forme de vie est souvent utilisé aujourd'hui par les chercheurs pour essayer d'analyser ce que l'on appelle parfois l'ordinarité des pratiques des individus. Donc, ce sont véritablement ces pratiques d'ordinarité que le concept de forme de vie peut analyser. Et la proposition que je vous fais ce soir, c'est que ces formes de vie sont profondément marquées par l'urbanisation, c'est-à-dire que l'urbanisation est le facteur et le vecteur de bouleversements sans équivalent dans les 60 dernières années, dans les 70 dernières années, si l'on considère simplement ce moment de l'urbanisation planétaire qui s'est enclenché post-1950 et qui est vraiment le moment le plus puissant, c'est-à-dire ce moment où l'urbanisation est devenue cet englobement planétaire dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on peut considérer que dans ces 70 dernières années, l'urbanisation des formes de vie a été extrêmement spectaculaire et que la vie des individus a été complètement bouleversée dans tous ces domaines par ce processus d'urbanisation. C'est-à-dire que la proposition que l'on peut faire à partir de cela, et je suis obligé évidemment d'aller très vite, mais nous pourrons, si vous voulez, y revenir, c'est que si l'on prend au sérieux cette hypothèse d'urbanisation des formes de vie, alors cela veut dire qu'il faut comprendre en quoi l'urbanisation, depuis 70 ans, a bouleversé les langages, les cultures, les pratiques, l'usage des technologies et les technologies elles-mêmes, l'usage des objets et les objets eux-mêmes, mais aussi à bouleverser les corps des individus, c'est-à-dire comment l'urbanisation s'est incorporée littéralement dans les individus jusqu'à transformer à la fois leur corps, leur manière de penser et jusqu'à transformer aussi leurs relations aux artefacts et aussi leurs relations aux autres. Et il y a évidemment là quelque chose qui est tout à fait intéressant à essayer de comprendre, c'est-à-dire de comprendre l'évolution de ce qu'on appelle habituellement les pratiques sociales comme une évolution vectorisée par l'urbanisation qui est donc porteuse de formes de vie particulières. C'est en ce sens qu'on peut comprendre ce petit jeu de mots sur la proposition qui est faite à partir d'un texte écrit, un livre écrit dès les années 90 par le philosophe Thierry Pacaud, qui s'appelait Homo Urbanus, qui est un des premiers textes en français où on essaie de saisir l'importance du processus de bouleversement des vies au quotidien en raison même de l'urbanisation. C'est en ce sens qu'on peut comprendre la petite proposition que je fais de considérer que depuis l'enclenchement post-1950 de cette phase d'urbanisation généralisée du monde, eh bien, on a pu observer comment Homo sapiens est devenu Homo urbanus, c'est-à-dire comment véritablement une forme de vie urbaine standard s'est imposée globalement, même si bien sûr il y a des spatialisations qui sont à la fois individuelles et locales, mais on peut retrouver à l'échelle planétaire, lorsqu'on observe les formes de vie des individus dans des sociétés bouleversées par l'urbanisation, eh bien, on peut observer partout des régularités de ces formes de vie qui, au-delà de leurs aspectualisations locales et individuelles, donc au-delà de leur spécificité locale et individuelle, renvoient à des grands traits génériques de ces formes de vie urbaines. Et on peut même dire qu'une des caractéristiques de l'urbanisation planétaire, c'est-à-dire la nouveauté peut-être de cette phase d'urbanisation planétaire que nous connaissons depuis 1950 par rapport à d'autres phases d'urbanisation qui ont existé préalablement, c'est justement que cette phase d'urbanisation planétaire est devenue, parce qu'elle est un englobement, capable de déployer à l'échelle de la planète des formes de vie génériques.
Vous voyez comment les deux choses peuvent être liées, et ces formes de vie génériques sont évidemment étudiées aujourd'hui par ce qu'on appelle les urban studies, donc les études urbaines, parce que je suis géographe, mais je me rattache à ce champ plus transversal qu'on appelle celui des études urbaines, et mon travail est assez spécifiquement d'essayer de comprendre quelques traits d'évolution de ces formes de vie marquées à ce point par l'urbanisation. Évidemment, là, vous voyez que je vais évidemment très vite, trop vite, mais c'est le jeu de cette présentation que d'aller trop vite et très vite. En ce qui me concerne, la spécificité de mon approche de géographe, justement, tentant de comprendre cette urbanisation des formes de vie qui procèdent de cette dynamique d'un système géosocial englobant, donc de cette urbanisation du monde, la spécificité de mon approche, c'est que j'essaye de saisir cette urbanisation des formes de vie à travers l'étude d'objets, d'objets, non pas au sens d'artefacts, d'objets de sciences particuliers. Ces objets de sciences particuliers sont ce que j'appelle les pratiques de spatialité. Donc, mon point d'entrée pour essayer de comprendre l'urbanisation des formes de vie, c'est l'analyse des pratiques de spatialité des individus urbanisés. Donc, mon travail, c'est d'essayer de saisir comment l'urbanisation bouleverse les spatialités des individus socialisés dans un monde urbanisé. J'espère que tout le monde suit. Pourquoi est-ce que j'étudie les pratiques de spatialité ? Bien parce que justement, en tant que géographe, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la relation des individus à l'espace. Par relation des individus à l'espace, j'entends quelque chose d'assez particulier, puisque pour moi, étudier la relation des individus à l'espace, et ça, j'ai décrit ça dans la plupart de mes travaux et de mes livres, notamment. La relation des individus à l'espace, c'est d'essayer de comprendre comment, au jour le jour, les individus gèrent, traitent en quelque sorte, et traitent de manière à la fois corporelle, idéale et technologique, des problèmes spatiaux qu'ils ont à traiter en tant qu'individus en société. Donc pour moi, pour le dire autrement, l'espace humain, l'espace géographique des humains, c'est une production humaine spécifique, c'est absolument pas l'étendue géométrique physique ou l'étendue planétaire biophysique qui a existé indépendamment de l'être humain. L'espace géographique, donc l'espace humain, ce que les géographes appellent l'écoumène, c'est-à-dire l'espace de vie spécifique des humains, c'est un espace qui est une construction sociale ou une production sociale, si vous préférez, une construction sociale et historique qui résulte de la nécessité pour les êtres humains, à la fois en tant qu'individus et en tant qu'individus en société, donc de leur nécessité de régler des problèmes particuliers. Ces problèmes particuliers sont pour moi majoritairement au titre de 4 et peut-être 5, mais je vais me centrer sur 4 problèmes aujourd'hui. Les problèmes qu'ils ont à régler sont le problème de la distance, la grande question spatiale que nous avons à nous poser au jour le jour dans nos vies au quotidien et qui organise nos formes de vie. Alors là, je pourrais rester des heures à vous le démontrer, la grande question spatiale qui organise notre vie au quotidien, nos formes de vie au quotidien, et nous en avons un exemple encore aujourd'hui puisque nous sommes à distance en même temps qu'en présence, et ceux qui sont en présence, je sais qu'ils ont des contraintes de distance qui sont très fortes. La grande question spatiale, c'est la question de la distance. C'est la question de la définition des bonnes relations de distance que chacun peut entretenir avec d'autres humains et aussi avec les réalités non humaines avec lesquelles chaque jour nous avons à construire un monde relationnel, un ensemble de relations. Donc la question de la distance, c'est la question de
la vie au quotidien des êtres humains considérés comme des acteurs spatiaux, ce que j'appelle des acteurs spatiaux, des acteurs géographiques. La géographie est d'abord préoccupée par la question de la distance, avant même d'être préoccupée par la question où, par la question de la localisation à laquelle on la renvoie souvent, parce que je crois en fait que cette question de la localisation n'est pas première, elle est plutôt le résultat du traitement d'autres types de questions fondamentales, dont la question de la distance. Il n'y a pas de vie sociale qui ne soit marquée par l'importance du problème de la distance, c'est-à-dire l'importance du problème qui résulte du fait que les entités humaines et non humaines sont séparées dans l'étendue, et la transformation de l'étendue en espace géographique par l'action humaine résulte très, très fortement de la nécessité pour les humains de traiter ce problème de la distance. Le deuxième problème géographique que les êtres humains ont à traiter n'est pas non plus tant le problème de la localisation stricto sensu que le problème de ce que j'appelle l'emplacement. C'est un concept, le concept de place sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai écrit un livre en 2009 qui s'appelle « De la lutte des classes à la lutte des places », dans une collection de philosophie d'ailleurs, aux éditions Grasset, dans lequel j'essaye de théoriser le concept de place pour le remplacer en quelque sorte, pour lui substituer au concept de localisation un concept plus solide qui est le concept de place, qui est justement pour moi quelque chose d'un peu plus subtil que la localisation, puisque pour moi, la place, c'est la relation dynamique entre des localisations possibles et des positions sociales. C'est-à-dire la place, c'est le type de localisation qu'on peut occuper en fonction des dispositions sociales dans lesquelles on agit. Donc, vous voyez comment, pour moi, la place n'est pas la localisation géométrique dans l'étendue, c'est pas un jeu de coordonnées, c'est une relation entre des localisations et des dispositions sociales. Et j'essaye de travailler depuis ce livre de 2009, de la lutte des classes à la lutte des places, sur cette lutte pour les places et ce que j'appelle la géopolitique du quotidien, qui est à prendre très au sérieux, puisque j'estime qu'au quotidien, trouver ces places, donc faire les bons arbitrages entre les localisations et les dispositions sociales qui nous autorisent ou pas un certain type de localisation, trouver ces places est une activité tout à fait essentielle, qui est évidemment complètement en lien avec la gestion de la distance dont j'ai parlé au préalable, puisque trouver sa bonne place ou ses bonnes places est aussi établir de bonnes relations de distance. Et vous commencez à comprendre sans doute que dans toutes les opérations spatiales que je vais décrire là dans les minutes qui ont précédé, dans les minutes qui restent, toutes ces opérations spatiales sont des opérations pour lesquelles les individus vont devoir mobiliser en fonction de leur disposition sociale un certain nombre de compétences spatiales, ce que j'appelle des compétences élémentaires de spatialité, mais également vont devoir jouir d'un certain nombre de technologies possibles, des technologies de la distance, des technologies de l'emplacement, mais technologie de l'emplacement toute simple, tout simple, c'est les sièges dans les amphithéâtres, par exemple, et se disposer dans un amphithéâtre, c'est déjà quelque chose qui procède d'une lutte des places, c'est quelque chose qui renvoie à la nécessité de gérer ces emplacements de manière tactique et stratégique, et puis toutes les actions spatiales dont nous allons parler sont des actions spatiales qui sont fondamentalement aussi connectées à des nécessités de savoir les qualifier et les légitimer. C'est-à-dire, c'est là où on reviendra peut-être dans la discussion, parce que je ne suis pas sûr que j'aurai le temps d'en parler, compte tenu que je suis déjà très lent. Ce sont des opérations qui sont toujours accompagnées par des rhétoriques de justification et par des rhétoriques de justification qui témoignent, manifestent des opérations de légitimation des actions spatiales que l'on mène. C'est-à-dire, si vous réfléchissez bien et si vous observez bien même notre vie au quotidien, nous passons notre temps assez souvent à justifier nos relations de distance et nos relations d'emplacement. Et donc, à essayer de les légitimer, c'est-à-dire à trouver nos bonnes distances et nos bonnes places et ces processus de justification et de légitimation. On en avait parlé avec Thierry Ménissier il y a quelques années déjà à l'occasion d'un livre que j'avais publié qui s'appelait « L'avènement du monde ». Ces
ces opérations de justification et de légitimation sont des opérations profondément politiques. C'est pour ça que je parle de géopolitique de la distance et de géopolitique de l'emplacement. Troisième type d'opération spatiale que nous avons à mener au quotidien, eh bien les opérations qui consistent à nous mouvoir. Donc troisième opération spatiale, le mouvement. Hein. Et cette opération est tout à fait essentielle dans une vie au quotidien. Et cette opération qui consiste à se mouvoir, vous voyez évidemment qu'elle fait système avec la gestion de la distance et la gestion de l'emplacement. Vous voyez bien, vous commencez à pressentir que ces spatialités, on ne peut les isoler que par l'artifice analytique nécessaire pour approfondir la réflexion à la fois théorique et empirique sur chaque acte de spatialité, mais que tous ces actes de spatialité, en réalité, font système dans une forme de vie que l'on peut appréhender à travers ces actes. Et puis, quatrième type d'opération spatiale que les individus gèrent au quotidien, qui là aussi est en lien avec les trois autres, c'est ce que j'appelle la liminalité, c'est-à-dire la gestion des limites et des frontières, c'est-à-dire toute la compétence que nous devons mettre en œuvre pour gérer les limites et les frontières que nous avons à connaître, reconnaître, respecter, franchir au jour le jour dans les vies, les formes de vie urbaines que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre. Et cette liminalité, ce que j'ai montré dans un livre qui s'appelle Hyperlieux, Nouvelle géographie de la mondialisation, eh bien cette liminalité est plus importante que jamais, puisque paradoxalement, le monde urbain, qui est souvent présenté comme un monde lisse et extrêmement homogène, est en réalité, comme dirait Gilles Deleuze, un monde qui n'a jamais été aussi strié par les barrières, les limites, les frontières. Et si vous réfléchissez bien, encore une fois, à nos formes de vie au quotidien, eh bien, nous n'arrêtons pas d'être confrontés à des épreuves liminales, hein, c'est-à-dire à des moments où nous devons nous prononcer et faire avec, hein, composer avec des limites, des frontières, des barrières, et ceci commence dès le monde domestique et se déploie dans l'ensemble des espaces urbains que nous pouvons connaître. Ces actions spatiales forment donc ce que j'appelle l'ensemble des spatialités des individus, hein, plus exactement les spatialités des individus se comprennent en tant qu'elles résultent en quelque sorte de la mise en œuvre des technologies nécessaires pour que ces actions spatiales soient réalisées, et ces actions spatiales ne peuvent jamais être suspendues, c'est-à-dire aucun être humain ne peut suspendre sa relation à la distance, sa relation aux places, sa relation au mouvement et sa relation aux frontières. Ce sont des relations pratiques, hein, ce sont des faire avec, hein, ce sont des faire, hein, au sens fort du terme, et ces faire-là ne peuvent jamais être suspendus, pas plus que ne peuvent être suspendus ce que Michel de Certeau appelait les arts de faire, c'est-à-dire les manières de composer ces faire, et c'est autour de cela que je fais l'hypothèse que les formes de vie peuvent être analysées. C'est-à-dire les formes de vie urbanisées dont je parlais tout à l'heure sont des formes de vie que l'on peut observer à travers des faits spatiaux qui les manifestent. Et de ce point de vue-là, je retrouve aussi une intuition, je ne peux pas m'empêcher d'en parler puisque on est en train de publier une nouvelle édition de ce livre extraordinaire qui s'appelle Espace d'espace. C'était une des intuitions de Georges Perec, hein, quand il écrivait « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant de ne pas trop se cogner », eh bien, il montrait à travers tout ce livre extraordinaire qu'était Espèce d'espace que finalement la vie humaine était une vie composée de faits spatiaux. Donc, je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette idée, hein, que nos formes de vie se manifestent à travers des faits spatiaux et des arts de faits spatiaux qui réalisent en quelque sorte et actualisent ces formes de vie.
Donc, si l'on accepte cela, alors je pourrais vous montrer comment ensuite on va un peu plus loin dans la réflexion géographique sur ce que ces spatialités permettent de saisir des types d'espaces qui sont installés par et pour ces formes de vie urbaine, mais je n'en aurai sans doute pas beaucoup le temps. Et j'aurais aussi pu vous montrer comment s'établit la connexion dans mon travail entre la réflexion sur ces spatialités comme art de faire et les compétences que cela nécessite, avec une réflexion sur ce que j'appelle l'habitation humaine, c'est-à-dire pour moi, les êtres humains habitent leur vie, c'est-à-dire qu'ils composent leurs espaces de vie, ils composent leur habitat. Je sais que la proposition peut surprendre, je ne dis pas que les espaces humains vivent leur vie, je dis qu'ils l'habitent. Donc, ils composent leurs espaces de vie, ce que l'on appelle donc un habitat, à travers des pratiques d'habitation qui sont justement ces pratiques de spatialité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, à la question un peu idiote qui serait « Que fait l'être humain de sa vie ?» un géographe comme moi aurait tendance à répondre « il habite », à travers, via et grâce à des pratiques de spatialité qui lui permettent justement de constituer son habitat spécifique, c'est-à-dire son espace de vie spécifique, son espace et ses temps, ses espaces et ses temps de vie spécifiques, puisque tous les espaces sont évidemment temporalisés. Et ce concept d'habitat vaut à la fois pour les individus, pour les groupes d'individus et pour les sociétés qui rassemblent des groupes d'individus hétérogènes. Donc, c'est pour cela que dans beaucoup de mes travaux, la question qui est posée, c'est quel type d'habitation humaine de la planète Terre peut être observée aujourd'hui à l'échelle du globe en raison même de l'urbanisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en quoi cette habitation, évidemment, peut poser un certain nombre de problèmes, que ce soit des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, j'en passe et des meilleurs. Alors, si l'on poursuit un peu dans cette lignée de réflexion, eh bien, on voit bien que cette spatialité dont j'ai parlé, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, puisque si l'on y réfléchit bien, ces actes spatiaux de distance, d'emplacement, de mouvement et de limite, ce sont des actes qui nécessitent quoi pour chaque individu? D'abord des corps. Le géographe ne peut pas penser la spatialité indépendamment des corps. Comment le dire de façon simple? L'espace à partir duquel les individus lancent les actes spatiaux qui vont lui permettre d'exister, eh bien, cet espace, c'est l'espace du corps. C'est l'espace du corps, à la fois le corps comme entité physiologique, mais c'est aussi l'espace du corps en tant que le corps, physiologiquement parlant, est aussi le point à partir duquel se compose la première enveloppe de proximité qui était au cœur de la réflexion des inventeurs ou de l'inventeur de la proxémie, cette fameuse science proxémique développée par Edward T. Hall, qui justement essayait, ou qui a été au cœur des travaux de la psychosociologie expérimentale de l'espace, notamment Gustav Nicolas Fischer, mais aussi jadis des gens comme Abraham Moll et Elisabeth Romer, ou qui est aujourd'hui au cœur de certaines approches de cognition située, ou certaines approches de sciences cognitives de la spatialité, en tant qu'elle est toujours activée à partir d'un corps qui est à la fois un corps physiologique
et l'immédiat environnement spatial de ce corps qui constitue la première enveloppe de proximité, qui était aussi celle d'ailleurs, dans une certaine mesure, étudiée par l'anthropologue Erving Goffman lorsqu'il étudiait les relations en public et la façon dont Goffman a par exemple travaillé les offenses d'intrusion renvoie très directement au fait que le corps que le géographe étudie n'est pas seulement le corps physiologique, mais plutôt cette sorte de composé très subtil du corps physiologique en tant qu'espace et de la première proximité spatiale de ce corps physiologique. Ce qui donne, à mon sens d'ailleurs, je dis cela pour faire un petit clin d'œil aux designers présents dans la salle, une très grande importance pour moi justement à la réflexion sur le design et ou sur l'ergonomie, justement si l'on considère que le corps géographique, c'est un tout petit peu plus que le corps physiologique. C'est du corps physiologique avec les relations d'immédiate proximité que ce corps peut avoir à instruire. Donc, première chose qu'on trouve dans ces spatialités, des corps. Donc, vous comprenez pourquoi le titre de ma communication, c'est l'urbanisation incorporée. Mon hypothèse, c'est que les corps sont aujourd'hui traversés par l'urbanisation. C'est-à-dire l'urbanisation a changé les corps eux-mêmes, c'est-à-dire à la fois les entités physiologiques. Nous n'avons pas les mêmes corps aujourd'hui que les corps que nous avions, nous, êtres humains, en 1950 ou en 1900. Alors là, ce que je vous dis, c'est une banalité. Il suffit de regarder des photos d'archives des années 1900, 1910, pour s'apercevoir que les corps des individus de cette époque ne sont pas les corps urbanisés contemporains. Ils n'ont absolument rien à voir, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous n'avons pas les mêmes corps, mais nous n'avons pas non plus les mêmes relations de proximité, parce que nous avons équipé ces relations de proximité de technologies urbaines qui ne sont plus les mêmes du tout. Et nous y reviendrons sans doute dans la discussion. Donc, ce corps environné de proximité que je vous propose, qui est effectivement, et Eric Fache le fait remarquer, pas si loin que ça de la notion d'Umwelt, mais je trouve intéressant de réfléchir au corps comme plus qu'une entité physiologique, plus qu'une entité physiologique, ce corps qui est donc par moi considéré comme un espace à partir duquel on lance nos actions spatiales dans le monde est évidemment au cœur de la réflexion sur les spatialités. Mais pour réaliser ces spatialités, il faut aussi, là, je parle sous le contrôle de philosophes, ce que l'on pourrait appeler un esprit, au sens de la philosophie de l'esprit. Il faut aussi un esprit, il faut de la cognition, il faut de la sensorialité, qui évidemment rentre également en relation avec le corps, puisque je veux simplement rappeler là que si l'on considère le corps comme une entité complexe, il faut évidemment y intégrer toutes ces dimensions cognitives, psychologiques, affectives, sensorielles. Ce corps est affecté, ce corps est sensible, ce corps est sachant. Ce corps est compétent, il a des compétences qui sont aussi des compétences cognitives et il y faut aussi pour ces pratiques de spécialité des langages. Et là, on retrouve évidemment l'importance de Wittgenstein, puisque j'ai pu beaucoup travailler sur le fait que les spatialités s'exprimaient à travers aussi des langages, des jeux de langage. Agir spatialement, c'est aussi parler. Agir spatialement, c'est aussi énoncer des actes de parole. Et parfois des paroles performatives au plan spatial. Il y a des paroles qui ont une véritable capacité de performance spatiale. Nous pourrons évidemment y revenir. Mais pour que ces actes de spatialité soient lancés, il faut aussi des cultures, il faut aussi des technologies, des objets, des artefacts
etc., etc. Donc, vous voyez bien où je veux en venir, c'est-à-dire que cette spatialité est tout à fait importante. Et l'on comprend que l'être humain, pour moi, est un individu spatial. Hein. J'ai écrit un livre en 2016 qui s'appelait L'homme spatial. D'ailleurs, le livre devait s'appeler L'animal spatial. C'est l'éditeur qui a choisi l'homme au sens de l'être humain. Nous étions en 2007, donc il faudrait l'appeler l'humain spatial aujourd'hui. Hein. Mais cet être humain spatial, c'est un être humain qui, évidemment, est à la fois pleinement capable d'être, comment dire, pensé comme un être là, hein, cher Thierry Ménissier, incontestablement, au sens pas tout à fait heideggerien du terme. Je pense que l'individu est presque plus un être pour l'espace qu'un être pour la mort, hein, si l'on voulait réfléchir à Heidegger. Mais à partir de cet être-là, la particularité de l'être humain, c'est qu'il lance des actes de spatialité qui vont lui permettre de construire un habitat qui va de beaucoup dépasser ce premier être-là du corps propre et qui va permettre à l'être humain de composer une vie avec des ancrages, des relations et des médiations. Et c'est évidemment cela qui est très intéressant à essayer de comprendre quand on travaille la spatialité. Alors, si vous acceptez cela, et oh mon Dieu, j'ai déjà parlé un peu plus de 30 minutes, eh bien, nous pourrions à ce moment-là, et pardon d'être sans doute un peu confus hein, dans tout ce que je vous propose, parce que je me suis évidemment un peu perdu dans mes notes, et ce sont des choses qui arrivent, surtout à distance. Nous pourrions ensuite, et c'était un peu la teneur des propos que j'ai donné à la journaliste qui a eu la gentillesse de faire un petit article dans le Dauphiné pour présenter cette conférence, nous pourrions aller chercher des champs sociaux, des champs d'activité, des champs qui sont à la fois des champs sociaux, économiques, technologiques, comprendre leur urbanisation à ces champs et essayer ensuite d'analyser en quoi l'urbanisation de ces champs a provoqué de profonds bouleversements dans les formes de vie des individus en société telles qu'on peut les observer aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, en gros, essayer de comprendre à travers l'analyse de certains champs particuliers en quoi cette urbanisation des vies a eu des impacts sur les formes de vie et a été aussi finalement impactante des corps des individus. C'est pour ça, encore une fois, que je voulais parler de cette urbanisation incorporée, parce que je trouve que cette idée d'incorporation n'est pas suffisamment mise en avant. Et j'avais choisi 3 champs à évoquer très rapidement, 3 champs en fait en apparence dissemblables, qui étaient le champ des pratiques alimentaires, d'un côté, des pratiques mobilitaires, de l'autre, et des pratiques communicationnelles numériques en troisième lieu, si je puis dire, en utilisant là le lieu au sens métaphorique du terme. Et si nous avions plus de temps que j'en ai, nous pourrions montrer très précisément comment ces 3 domaines d'activité humaine, l'alimentation, la mobilité, la communication à distance, la télécommunication, sont 3 domaines d'activité qui sont des domaines d'activité qui supposent des conditions de possibilité économiques, technologiques, des conditions qui sont évidemment des conditions historiques, qui sont des domaines qui supposent aussi le déploiement de technologies particulières et qui sont des domaines qui sont tous 3 des domaines qui ont un très fort impact sur les formes de vie des individus, puisque ce sont des domaines qui concernent la vie ordinaire et qui sont dans une certaine mesure même des domaines qui sont directement engagés dans la possibilité pour les êtres humains d'assurer la viabilité de leur vie.
comme disent un certain nombre de philosophes. Si on ne s'alimente plus, il n'y a plus de viabilité de la vie possible. Mais dans une certaine mesure, si l'on est empêché totalement de se mouvoir dans un monde urbanisé, la viabilité de la vie urbaine est singulièrement compromise. Alors là, excusez-moi, nous en savons quelque chose depuis 2 ans. La contrainte sur le mouvement est parfois une contrainte telle qu'elle vient mettre en question en partie la viabilité de l'existence. Les technologies communicationnelles numériques se sont petit à petit et très rapidement depuis une quarantaine d'années imposées aussi comme des technologies si importantes, plus que des technologies, le numérique s'est imposé comme un champ si important que c'était la viabilité de la vie elle-même qui, dans une certaine mesure, pouvait être mise en question lorsque l'on était confronté à une dépossession, par exemple, du numérique. Donc, ces 3 domaines, nous pouvons montrer à quel point ce sont des domaines qui engagent l'existence ordinaire des individus en société. C'est ça que j'entends par viabilité, sans aller dans quelque chose de très pathétique. Ça engage la possibilité même de mener une vie urbaine à la hauteur de ce que l'on attend. Eh bien, si l'on regarde ces 3 champs d'activité humaine, on s'aperçoit que depuis 1950, ce sont des champs qui ont connu des bouleversements saisissants en raison même de l'urbanisation dont je parlais tout à l'heure. Alors là, je ne crains pas de me tromper et je pense que vous le considérerez comme moi, et c'est presque un truisme que de dire que le champ de l'alimentation en 1950, le champ de la mobilité en 1950 et le champ de la télécommunication en 1950 n'a pas grand-chose à voir avec les champs respectifs en 2022. On a eu des bouleversements qui sont absolument stupéfiants et dont nous avons même peine, et c'est pour ça que l'histoire contemporaine est très importante, nous avons même peine à réaliser le fait que ces bouleversements ne sont pas simplement des évolutions mais des mutations, voire des bifurcations. Nous ne nous alimentons plus du tout de la même manière. Nous ne nous mouvons plus du tout de la même manière. Nous ne communiquons plus du tout de la même façon. De ce point de vue-là, l'Homo urbanus de 2022 a des formes de vie au plan de son alimentation, de ses mouvements et de ses communications qui n'ont pas grand-chose de commensurable et de comparable avec les formes de vie des urbanites, comme on dit, de urbanites en anglais, des années 1950. Et ce bouleversement, il est lié à l'urbanisation du monde. De façon très directe, cette urbanisation du monde s'est appuyée et en même temps nécessité des mutations profondes du champ de l'alimentation, du champ de la mobilité et du champ de la communication. Et j'ai pris à dessein ces 3 domaines parce que ce sont des domaines sur lesquels l'impact de l'urbanisation est très fort et en même temps ce sont des domaines qui sont à la fois des domaines impactés par l'urbanisation mais aussi des domaines qui constituent des conditions de possibilité du maintien du système urbain tel qu'il existe. Alors, prenons un exemple très simple. Tout le monde sait aujourd'hui, mais personne ne le note suffisamment et n'en tire suffisamment de conséquences, que lorsqu'une population s'urbanise, elle change totalement son régime alimentaire. Les apports caloriques deviennent plus nombreux et les apports caloriques liés à la consommation de calories issues des protéines animales croissent de façon non arithmétique, mais bien plus, à un rythme bien plus accéléré que ça. Ce bouleversement des régimes alimentaires, il est absolument stupéfiant. Il concerne l'ensemble du monde et c'est un marqueur de l'urbanisation. Dès que l'on s'urbanise, on change sa forme de vie au plan de son alimentation. Il n'y a pas de contre-exemple. Le mangeur contemporain du XXIe siècle est urbanisé. Ses choix alimentaires, ses pratiques alimentaires, ses cultures alimentaires sont directement liées à l'urbanisation des sociétés et à l'urbanisation planétaire. Cette urbanisation a créé un champ social et culturel de l'alimentation qui a lui-même
appeler des bouleversements des systèmes productifs agricoles qui sont d'une telle puissance que ces bouleversements des systèmes productifs agricoles sont très largement explicatifs de ce que je disais au début de ma communication, à savoir que des espaces apparemment non urbains sont en fait profondément inscrits dans les logiques de l'urbanisation planétaire. Lorsque vous allez en frontière de forêt amazonienne et que vous découvrez récemment défriché une fraction de forêt qui est, bien que peu peuplée, devenue une plantation de soja, eh bien vous avez la directe expression de ce que je viens de dire. Vous avez un espace qui apparemment n'est pas urbanisé, il n'y a pas les signes de bouleversement de paysage qui sont ceux qu'on attend de l'urbanisation. Il n'y a peut-être même pas de population qui soit statistiquement urbaine, mais vous avez en vérité un espace qui a été complètement retravaillé par l'urbanisation et là, par les besoins liés à la nécessité de satisfaire les réclamations des consommateurs dans la recherche d'une alimentation qui a été complètement bouleversée par l'urbanisation et par les nouvelles tendances et pratiques alimentaires qui sont celles des populations urbanisées. Donc, vous avez là quelque chose qui est très puissant. Si l'on étudie l'urbanisation en tant qu'elle bouleverse complètement le champ alimentaire, eh bien, on s'aperçoit que ce sont à la fois les individus eux-mêmes qui sont évidemment modifiés par cela, puisque les individus ne mangent pas de la même façon, donc leurs corps même ne sont plus les mêmes. Nous aurions le temps, nous pourrions montrer comment tout cela est directement lié au fait que les individus sont plus grands, plus gros, que l'épidémie d'obésité aujourd'hui est depuis une quinzaine d'années considérée comme extrêmement préoccupante par l'OMS, que les corps des individus ne sont plus les mêmes. Physiologiquement, ils ne sont plus les mêmes. Dans leurs aspects extérieurs et leur physiologie intérieure, ils ne sont plus les mêmes. Nos métabolismes ont changé en raison de l'urbanisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand je parle d'incorporation, il faut aller jusqu'à la prise en considération du fait que nos métabolismes eux-mêmes sont bouleversés par l'urbanisation, ne serait-ce que par l'alimentation. Et il y aurait encore autre chose que nous pourrions montrer, c'est à quel point nos métabolismes sont changés par le fait que l'urbanisation nous expose aussi de plus en plus à des polluants dans l'air, dans l'eau, dans les aliments eux-mêmes, qui vont changer nos manières, nos physiologies et qui vont changer nos corps en profondeur jusqu'à trouver dans nos corps des des nanoparticules de plastique. Donc, vous voyez, là, l'incorporation, elle est à prendre au sens strict du terme et très au sérieux. Nous sommes totalement traversé par l'urbanisation à travers la mendication, à travers simplement l'action de manger. C'est assez perturbant quand on y pense. Et évidemment, cela nous fait comprendre que le paysan d'Amazonie qui voit son agriculture vivrière bouleversée par le développement des plantations nécessaires à fournir les calories qui vont, enfin fournir la nourriture pour les animaux qui vont eux-mêmes ensuite être la base de l'alimentation urbaine dans le monde entier, eh bien ces paysans qui vont avoir à devenir salariés des plantations agricoles vont être eux-mêmes urbanisés tout en restant des paysans traditionnels, mais ils vont être complètement urbanisés et ils vont d'ailleurs eux-mêmes être traversés corporellement par cette urbanisation d'une façon ou d'une autre. Nous pourrions dire exactement la même chose des mouvements, des mobilités, à travers par exemple l'examen de l'automobilité. L'urbanisation du monde n'est pas compréhensible si on ne la connecte pas, à l'automobilisation. Voilà. L'urbanisation du monde ne se comprendrait pas si on n'y injectait pas l'existence de cette technologie particulière, qui est une technologie au sens strict du terme, c'est-à-dire à la fois des techniques, des logos, des valeurs, des cultures
une manière même d'envisager sa relation aux autres. La technologie automobile est tout à fait décisive dans le succès de l'urbanisation, qui est d'ailleurs très largement une périurbanisation, comme vous savez. Eh bien, là aussi, notre automobilité a bouleversé nos formes de vie et nous avons incorporé cette automobilité qui a changé nos corps, mais qui a changé aussi nos manières de penser, en changeant nos manières de nous mouvoir. Parce que dès qu'on change ses manières de se mouvoir, on change ses manières de penser. Alors là, je vais donner quelque chose qui est très simple et que vous avez tous et toutes pratiqué. Vous savez très bien qu'on ne pense pas de la même manière quand on marche, quand on pédale ou quand on est en automobile. On ne pense pas de la même manière. Nietzsche l'avait déjà ressenti quand il estimait qu'on ne pouvait bien penser qu'en marchant. On ne pense pas de la même façon. On n'établit pas sa relation aux idées de la même manière quand on marche, quand on pédale, quand on court, quand on se meut en automobile, quand on se meut en train, quand on se meut en avion. Ça n'est pas le même type de rapport au monde. Donc là, il y a une forme de vie qui est complètement différente. Et il faut, en tant que géographe, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Et puis, nous pourrions évidemment montrer, et je voudrais en arriver là pour opérer ma conclusion, à quel point nous pourrions dire la même chose, et peut-être encore plus, et je voudrais terminer par quelques points prospectifs, de la façon dont le champ de la télécommunication a été complètement bouleversé dans ces 70 dernières années, avec le développement du numérique, bien sûr, qui est quelque chose que vous connaissez aussi bien, voire mieux que moi, et que nous sommes pour le coup encore dans une phase où ces bouleversements liés à la période contemporaine et à ce tour très particulier que prend le numérique actuellement, avec le succès des réseaux et le développement des plateformes et des applications numériques, nous sommes à un moment où, sans aucun doute, cette numérisation du monde urbain, qui, encore une fois, est une numérisation qui est indispensable au fonctionnement du système urbain. Le système urbain a besoin aujourd'hui du numérique pour fonctionner. Et en retour, le système urbain configure le numérique qui le configure. Vous voyez, il y a des rétroactions permanentes. Eh bien, nous sommes dans une période où, sans doute, nous connaissons des évolutions des technologies numériques et c'est un début puisque vous voyez que depuis quelques semaines et quelques mois, les grands acteurs des technologies numériques sont très actifs, par exemple, autour des multivers. Regardez l'importance prise par cette thématique dans les discours des grands opérateurs comme Facebook, par exemple, dans les dernières semaines, avec la volonté de faire véritablement en sorte que cette technologie numérique du multivers vienne finalement être proposée en mode normal à des consommateurs numériques qui sont, d'après ces prescripteurs, toujours plus avides de ce type de technologie. Eh bien donc, cette apparition en mode standard des environnements immersifs est sans doute quelque chose qui va encore provoquer des bouleversements dans les prochaines années, mais nous voyons bien comment, là aussi, notre nouvelle relation à un numérique qui a beaucoup changé a eu des conséquences profondes sur nos formes de vie urbaines et comment ces formes de vie urbaines sont sans doute aujourd'hui en train de connaître un certain nombre d'inflexions. Et là, la pandémie a été très intéressante dans la mesure où notre utilisation des plateformes, des applications, des technologies numériques en augmentation et ou en substitut des pratiques mobilitaires en particulier, ou des pratiques physiques que nous avions l'habitude d'entretenir, cette promotion du numérique nous a fait prendre conscience aussi de la puissance transformatrice de nos formes de vie apportées par ces technologies numériques. Et une puissance transformatrice qui évidemment est une puissance transformatrice qui est une puissance transformatrice complexe et ambiguë. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent d'ailleurs que le numérique substitue quoi que ce soit à quoi que ce soit. Je pense en fait plutôt, là je suis un peu un adepte de ce que l'on appelle les néogéographies numériques, je pense plutôt que le numérique augmente les spatialités.
hein, c'est-à-dire complexifie et augmente les spatialités et ouvre de nouveaux champs de spatialisation, voire de néo-spatialisation qui sont tout à fait intéressantes à examiner. Donc moi, je suis plutôt aujourd'hui dans une logique d'augmentation des pratiques par le numérique, beaucoup plus que de substitution. Mais en augmentant, elle modifie les formes de vie et elle nous place devant des dilemmes qui sont des dilemmes qui peuvent avoir un certain nombre de conséquences individuelles et collectives et même de conséquences politiques tout à fait décisives. Je prends un exemple tout simple. Le développement des économies de plateforme. Autour aujourd'hui de ce que vous avez peut-être entendu désigner sous la forme de dark kitchens ou dark supermarkets. Vous savez, toutes ces formes, ces applications numériques qui permettent de commander à distance sa nourriture, mais aussi son panier, son épicerie, ses loisirs. Finalement, Netflix, c'est aussi cela, cette sorte de multiplication des opérateurs de plateforme qui sont capables de faire en sorte qu'un individu requête à partir de chez lui, à partir de son propre corps et de ses objets connectés, tout ce qu'il a besoin de requêter et le fait venir à lui. Eh bien, cela propose une manière d'habiter l'urbain qui est très différente de l'habitation urbaine qui consiste à se déplacer dans ses magasins, se déplacer dans son amphithéâtre, se déplacer dans son cinéma, se déplacer chez son médecin, se déplacer chez ses amis, n'est-ce pas, pour assurer une sociabilité d'extérieur. Et je me posais déjà cette question en 2017 à la fin de mon livre qui s'appelle Hyperlieu, dans un court chapitre qui s'appelait L'individu hyperlieu incarné, point d'interrogation, en me demandant si finalement, à l'aide des technologies connectées, grâce à ce que le sociologue Dominique Boulier appelle l'habitel, très joli mot, habitel, c'est-à-dire Dominique Boulier fait de l'habitel l'ensemble des objets connectés qui nous permettent de nous relier au monde du numérique. Via cet habitel, l'être humain n'est-il pas en train de se composer petit à petit comme un hyperlieu incarné, c'est-à-dire un corps à partir duquel on peut requêter, lancer les requêtes de ce que l'on souhaite consommer, manger, consommer intellectuellement, et vers lequel converge, via des logistiques de plus en plus sophistiquées, l'intégralité de ce qui est nécessaire à la vie humaine. Et là aussi, il y a des effets d'incorporation qui sont tout à fait étonnants et qui peuvent trouver, alors là, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui s'intéressent à ça, mais je veux citer par exemple là, le travail du philosophe Thierry Hockey, qui a longtemps travaillé sur le transhumanisme, le cyborg, sur toutes les formes de corporéité augmentée par le numérique qui sont aujourd'hui extrêmement étudiées et de façon très sérieuse. Il y a même des incorporations qui sont tout à fait étonnantes et qui, par effet retour, vont complètement bouleverser nos formes de vie urbaine possiblement et peut-être créer des sociabilités urbaines très différentes. Vous voyez qu'immédiatement, là, on a des bouclages qui nous font déboucher sur des réflexions prospectives qui sont extrêmement porteuses de sens politique. J'ai été même amené à me demander dans une interview si finalement certains géants de la tech numérique américaine, et je me suis demandé ça en lisant en fait les comptes rendus d'audience de ces géants de la tech devant le Congrès américain et la commission mixte Congrès-Sénat américain qui a, vous le savez, instruit une démarche auprès de ces géants de la tech pour savoir si ces géants de la tech ne contrevenaient pas aux dispositions de la loi antitrust américaine. Et c'est très intéressant de regarder leurs dépositions parce que en fait, tous les sénateurs américains et les congressmen et women américains posent des questions à ces PDG de la tech californienne qui finalement sont des questions qui aboutissent à un moment ou à un autre pratiquement tous toutes à une question: n'êtes-vous pas porteur d'un contre-modèle de société? Et chez Zuckerberg, c'est assez net, il est porteur d'un contre-modèle de société, c'est-à-dire d'une société où l'individu équipé du numérique devient le centre à partir duquel peut se composer un monde de relations passant par des technologies numériques qui lui permettent à cet individu de s'alléger des contraintes de relations en public.
Mark Zuckerberg pensant même que via le réseau numérique, et je termine par là, puisque je vois un étudiant qui apparaît et qui me laisse penser que j'ai déjà dépassé mon temps, à partir de là, il pourrait même y avoir une société où finalement les institutions politiques classiques ne soient plus des institutions nécessaires, puisque tout pourrait passer par cette nouvelle médiation numérique à la fois incorporée et extracorporée, si je puis dire, hein, c'est-à-dire à la fois incorporé, nous en faisons quelque chose de notre corps propre et en même temps, nous en faisons des outils de constitution d'une spatialité numérique augmentée qui n'aurait plus grand-chose à voir avec les formes de vie spatialisées plus classiques que nous avons eu à en connaître encore ces quelques dernières décennies. Voilà. Alors, pardon d'avoir encore été une fois trop long, sans doute un peu profus et confus, mais je voulais essayer de vous montrer qu'on pouvait véritablement prendre au sérieux l'idée d'une incorporation par les individus de l'urbanisation à partir du moment où on essaye de comprendre les individus en tant qu'ils sont inscrits dans des formes de vie qui peuvent se saisir à partir des actes spatiaux que ces individus sont amenés à réaliser au jour le jour. Évidemment, je prendrai bien volontiers les questions que vous voudrez bien me poser. Merci beaucoup de votre attention. Beaucoup pour votre intervention. En effet, il y a quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le chat. J'ai essayé de temps en temps de jeter un coup d'œil en même temps au chat, mais je peux élaborer un peu plus si vous voulez reprendre tous ceux qui se sont exprimés dans le chat. Si vous voulez reprendre quelques-unes de ces questions, je peux évidemment essayer d'y répondre plus précisément. Il y a la question de Renaud, je ne suis pas sûre que vous y avez répondu. C'était que pensez-vous des travaux sur la commission située, espace vu comme ressource